The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Everyone knows that it's not Valentine's without 1-800-Flowers.com. So whatever you do, don't forget the flowers. Right now, when you order early from 1-800-Flowers, you can get a gorgeous bouquet of assorted roses starting at $24.99. It's the perfect way to say I love you without breaking the bank. Don't put this off. Quantities are limited, so lock in your roses starting at $24.99 today at 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST. Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour, bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu. Petite pause sur le jeu aujourd'hui, on va se tourner vers les bandes touches et vers les embauches. On va être en mode LinkedIn aujourd'hui, c'est une émission partenariat avec des entretiens d'embauche, un deuxième entretien des candidats laissés libres et d'autres qui ont eu un nouveau contrat. Pour parler des coachs, avec moi Raphaël Masmejean, bonjour. Bonjour à tous. Et Grégory Richard, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour tout le monde. Messieurs, êtes-vous ouverts à toutes les opportunités actuellement sur, Exactement. Ça dépend ce qu'on me propose. Open to opportunities. Là, il y a peut-être des gens qui ne sont pas du tout sur LinkedIn et qui se demandent de quoi je parle. On va parler des embauches de coach. Alors, messieurs, depuis les dernières émissions, on a voulu tout réunir. Hein. On n'a pas fait à chaque fois, dans chaque émission, embauche par embauche. Mais depuis qu'on a parlé des embauches de coach, les Bears, les Patriots, les Jets, les Jaguars, les Raiders et les Cowboys ont trouvé, au moment où on enregistre, je dis bien au moment où on enregistre, peut-être qu'on s'est fait avoir dans l'intervalle, les New Orleans Saints n'ont pas trouvé de coach. On peut peut-être d'ailleurs commencer très rapidement par ça, parce que s'ils nous embrouillent et qu'ils embauchent quelqu'un dans l'intervalle, je vais être très énervé. Mais a priori, pourquoi on ne parle pas d'eux, c'est que ça pourrait attendre peut-être après le Super Bowl. Grégory, tu me disais avant qu'on enregistre, ça sent le Kellen Moore. Généralement, alors on sait que les périodes d'interview sont un peu particulières pendant les campagnes de playoff parce qu'il y a des fenêtres préférentielles pour éviter justement de pénaliser les équipes qui préparent leur rencontre de phase finale. Donc c'est sûr que c'est toujours un petit peu parsemé ici et là, mais c'est vrai que généralement, plus une équipe attend, plus on est enclin à penser que c'est un coach qui est encore en lice et dont on ne peut pas encore forcément annoncer son nom tant qu'il n'a pas terminé son exercice NFL. Donc Kellen Moore, à l'heure actuelle, vu les candidats qui restent sur le papier pour les Saints, représente ce meilleur profil. Enfin, ce profil le plus probable en tout cas. Et nous n'en dirons pas plus en espérant qu'il ne fasse pas avoir à monter cette partie hors de l'émission. On va donc commencer par le job le plus glamour. Je crois que c'est le dernier d'ailleurs qui a été octroyé. C'est les Dallas Cowboys. Mike McCarthy avait été laissé libre. Et du coup, c'est Brian Schottenheimer, son coordinateur offensif, qui hérite du poste en interne. Donc, ils n'avaient pas vu grand-chose, hein, les Dallas Cowboys. C'est-à-dire que déjà, ils sont arrivés sur le marché après tout le monde. Donc, il y a certains coachs qui étaient même déjà embauchés. Et ils n'ont rencontré que Leslie Frazier, Robert Saleh, Kellen Moore et Brian Schottenheimer. Donc, Brian Schottenheimer, coordinateur offensif, recrutement en interne. Raphaël, est-ce que tu es convaincu ? Dubitatif, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que on tourne la page McCarthy, mais sans la tourner vraiment, puisqu'on prend son coordinateur offensif. Alors peut-être qu'on veut assurer une transition un peu plus douce pour le retour de Dak Prescott de blessure, etc. C'est possible, mais ouais, je sais pas. C'est pas un coordinateur offensif qui m'a particulièrement convaincu. Alors après, c'est toujours pareil, hein. C'est pas parce que il faut pas forcément être un excellent coordinateur offensif pour faire un très bon head coach.
Des fois, être head coach, c'est plus qu'être juste un geek et un génie du coaching offensif. Donc, c'est pas parce que je l'ai pas trouvé excellent en tant que coordinateur offensif qu'il ne sera pas un très bon head coach, mais c'est vrai que c'est un peu un nom qui sort vraiment en interne, qu'avait pas aucune autre équipe ne l'a interviewé pour être entraîneur. Il semblait pas avoir une cote démesurée en NFL. Donc c'est un peu étonnant. Est-ce que Dallas a fait ce choix-là un peu par défaut parce qu'ils s'y sont pris tard et que les candidats qui voulaient vraiment étaient déjà pris et donc ils se sont rabattus sur une solution interne en termes de transition, peut-être. Bon, plus de questions que de réponses, je trouve. Ça pue un peu le second choix. Je vais être un peu cash, mais c'est même pourquoi tu laisses partir McCarthy pour prendre celui qui était son coordinateur offensif, donc qui a même pas d'expérience de coach, qui est même pas. Tu le disais, il a été coordinateur offensif dès 2006. Il était coordinateur offensif des Jets de 2006 à 2011. Il a été coordinateur offensif des Rams de 2012 à 2014. D'ailleurs, Jerry Jones a eu ses mots très encourageants quand il a annoncé l'embauche en disant c'était un coordinateur offensif de métier, mais vous allez voir que ça peut être un vrai coach. Grégory, est-ce qu'on est aussi. Alors, moi, je suis persuadé à 1000% que de toute façon, Jerry Jones prendra plus jamais quelqu'un qui pourrait éventuellement lui faire de l'ombre. Donc, c'est la même chose que Jason Garrett, c'est la même chose que Wade Phillips. Enfin, c'est Dallas, quoi. Oui, on peut prendre cette idée-là. Moi, ce qui m'embête un peu dans cette idée-là, alors en effet, tu l'as dit, au-delà, ce qui est paradoxal, c'est qu'en effet, c'était peut-être l'un des postes les plus glamour à prendre et on Mm. prend l'un des candidats les moins sexy sur le papier, qui a peut-être comme principale référence, si je veux être entre guillemets un peu méchant, sa principale référence, c'est d'être un fils d'eux, hein, puisqu'on rappelle que c'est le fils de Marty Schottenheimer, un des plus grands coachs de l'histoire de la NFL malgré tout, un des plus victorieux en tout cas. Donc, il a cette référence-là, il peut tirer des enseignements de ce qu'a fait Papounet pour savoir comment gérer un vestiaire et gérer un peu au-delà de ce qui se passe du côté de la facette offensive. Après, moi, ce qui me perturbe vraiment en priorité dans ce choix-là, c'est le truc de dire on le choisit parce que Dak Prescott. Parce que c'est quelqu'un qui a l'oreille de Dak Prescott. Et c'est quand même rare. D'expérience, je suis quand même assidûment à la NFL depuis un peu plus de 15 ans. J'ai rarement des exemples qui me viennent en tête de coachs qui sont promus, de coordinateurs offensifs qui sont promus head coach pour faire plaisir au quarterback et pour qui ça se passe bien. Généralement, les expériences tournent court et là, on a quand même affaire à un coach qui est pas le plus charismatique, qui a pas un énorme CV, qui se rappelle de l'attaque des Jets d'Eric Mangini, qui se rappelle de l'attaque des Rams de Jeff Fisher qui faisait des saisons à 8-8, qui se rappelle de l'attaque des Colts de Chuck Pagano. Je pense pas grand monde et il y a une raison à ça, c'est qu'en effet, bah, Brian Schottenheimer était pas forcément l'un des coachs les plus créatifs, innovants. Et ça pue le coach qui va se liquéfier au moment de faire des décisions en fin de match qui vont coûter cher à son équipe. Alors, allez, j'ai trouvé une idée. On va donner des notes aux embauches parce qu'on fait cette émission un petit peu comme ça. Et là, j'ai pensé à Seb, notre community manager que je salue, qui fait des petits clips maintenant pour les réseaux sociaux. Ça va être parfait. La note sur 10 pour cette embauche de Ah, je vais me Brian faire découper, Schottenheimer. j'adore. Mais oui, c'est ça. Ça, je sais que t'adores, Grégory. En plus, il va falloir être très cash. Donc, combien sur 10? T'as pas le droit de mettre la moyenne après ce que tu as dit, là, je te le dis. Bah, après, tu peux pas insulter l'avenir non plus. Mais si tu veux être optimiste, tu mets un bon 5,5, 6 Oh, quoi. C'est oh, comment il est pas. gentil. C'est la Starac, Ah, là. c'est pas. Non, mais. C'est un 2. Un, deux. Allez, je te le fais à 4,5 si tu C'est veux. un 2. Alors, 4,5 pour Greg, 2 pour moi, Raphaël. Franchement, j'aurais préféré Kellen Moore quitte à Euh, choisir un coach qui a l'oreille de Dak Prescott. Mais bon. Parce que, ouais, 4. 4. 4. Très bien. Vous êtes des mecs sympas. Moi, ça y est, là, j'avais dit que j'étais positif toute l'année. J'enlève pour cette séquence. Je vais défoncer tout le monde. Donc, les Dallas Cowboys ont embauché Brian Schottenheimer. Marty, il est encore vivant? Il me semble, ouais. Ouais. Parce qu'il était déjà âgé sur la fin de sa carrière avec les Chargers. Les Las Vegas Raiders, ils ont donc viré Antonio Pierce, pareil un petit peu à contretemps, mais eux ont fini par retomber sur leurs pattes. Alors ils ont vu Aaron Glenn, Ben Johnson, Steve Spagnuolo, Todd Monken, Robert Saleh, Pete Carroll, Evans Joseph, et finalement ils ont embauché Pete Carroll. Grégory a déjà le doigt levé, oui. Excuse-moi, j'ai dit une bêtise. Marty Schottenheimer nous a quittés en 2021. Ah Paix à mince, son âme. My ouais. bad. My Paix à bad. son âme, en effet. Donc, Pete Carroll est le nouveau coach des Raiders. C'est ça, c'est plutôt une embauche qui a plutôt de l'allure, je trouve, Raphaël. Oui, alors je pense que malgré tout, c'était le plan B de Las Vegas. Je reste persuadé que Las Vegas voulait Ben Johnson Mm. et que Ben Johnson, n'ayant pas choisi les Raiders, ils se sont rabattus,
on va dire ça comme ça, sur Pete Carroll. Après, c'est peut-être un mal pour un bien, l'avenir nous le dira, mais oui, j'aime bien l'idée parce que je pense que Pete Carroll a encore à donner. Alors, pas pour ramener Las Vegas au sommet des sommets, ça, je suis moins convaincu par cette idée-là. Par contre, pour ne serait-ce mettre la franchise sur des bons rails, créer une culture un peu de la gagne, amener du sérieux dans l'équipe, et finalement faire de Las Vegas dans un avenir court, moyen, une équipe qui se bat sur chaque match et qui peut aller prétendre à minima des saisons équilibrées tous les ans. Je crois qu'il a cette capacité-là. Je crois que Pete Carroll peut les lancer là-dessus. Voilà, je suis pas sûr qu'il puisse faire plus à l'heure actuelle. Sur la fin à Seattle, il me semblait un peu dépassé. Mais déjà, ramener de la stabilité à une équipe qui n'en a plus, et qui n'en a plus depuis, je saurais même pas vous dire quand. J'étais en train de regarder la Que... liste des coachs de Las Vegas. Ça, c'est un peu intimidant en Bah, effet. En dehors John des Gruden, passages, messieurs, voilà. quand même. Ah Alors, oui. Ah, j'allais dire en dehors des passages John oui. Gruden, combien de personnes se rappellent? Alors, Antonio Pierce de saison, Josh McDaniels de saison, Rich Bisaccia en 2021 pour l'intérim. Et avant ça, il y a eu Jack Del Rio, Tony Sparano, Dennis Allen, Hugh Jackson, Tom Cable, Len Kiffin, Art Shell, North Turner, Bill Callahan. Et on revient à John Gruden au début des années 2000. Et avant lui, Joe Bugle et Mike White. Mm. Disons qu'il y Mhm. avait un petit déficit de swag qui est quand même un peu comblé par Pete Carroll, qui est quand même le mec de 73 ans le plus jeune du monde, hein. Mm. Bah écoute, Euh, les Davis ont été à la même école que les Jones, manifestement. Sauf que là, ils se sont décidés, de temps en temps, ils ont des petits sursauts qui les amènent à aller vers des coachs expérimentés. Ouais. Bon, on est d'accord, Grégory, quand même. Pete Carroll, c'est 137 matchs pour 137 matchs, oui, pardon, 89 victoires, si je dis pas de bêtises. J'ai fait une coquille là dans l'article que j'ai sous les yeux pour Pete Carroll, mais c'était un bilan ultra positif, en tout cas, avec les Seahawks pendant 14 saisons. Il a gagné un Super Bowl, il y allait une deuxième fois. C'est une super bonne embauche pour poser des bases, comme disait Raphaël, restabiliser les choses. Oui, c'est sûr que ça peut apporter un essor, en effet, dont ont clairement besoin les Raiders. Après, je rejoins un petit peu ce que disait Raph. C'est vrai que on sent que sur les dernières années, notamment défensivement, ça commençait à s'effilocher quand même un petit peu. Il y a eu beaucoup de changements de coordinateur défensif et pourtant, notamment, le run stop de mémoire était quand même assez calamiteux dans les équipes qu'il avait. Donc ça va être à prendre en considération, sachant que niveau offensif, on lui laisse quand même une équipe où il y a pas mal de trous, notamment sur les positions stars. Donc on a déjà vu des équipes NFL se transformer, hein. On rappelle que Washington, c'était quand même le deuxième choix de la draft l'année dernière. Donc avec quelques bonnes décisions, c'est pas impossible que ça reparte dans le bon sens. Les mauvaises décisions de Schottenheimer, dont je parlais tout à l'heure, Carole, on peut peut-être lui faire un peu plus confiance, même si là encore, on a vu par moment du côté de Seattle des fins de match un peu mal gérées, mais je pense qu'il a quand même prouvé qu'il était capable d'exceller dans ce domaine-là. Donc oui, c'est un bon signal pour la suite. Maintenant, tout dépend des pièces qu'on lui met à disposition, parce que c'est pas un magicien non plus. Même si c'est un coach énergique, qui connaît bien la côte ouest, qui, je pense, va essayer vraiment d'installer son identité à Las Vegas. Et voilà, il va pas faire non plus des miracles avec trois bouts de ficelle, quoi. La note. J'aime bien ça. Mm. Ah, un bon 7 quand même. 7, Ouais, allez, 7,5. C'est quand même assez sexy sur le papier. 7,5 aussi, ouais. Bon, moi, je suis dans les extrêmes. Je suis là pour le clic, je suis là pour le reach. Je vais mettre direct un 8,5. Mm. Je vais, Par je vais... contre, pardon, hein, petit aparté, mais le casting de coach de la FC West est démentiel. Là, avec Pete Carroll qui rejoint Harbaugh, Reed et Sean Payton, on est quand même sur du Oui, très très fort. oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a Sean Payton à Denver. Oui, oui, c'est vrai, le quatrième. Ah oui, on est sur. Bah, ils ont tous. Non, bah non, ils ont pas tous Non. un Sauf Jim titre. Harbaugh. Sauf Ouais. Jim Harbaugh. Bon, en tout cas, Il c'est vrai que récupère le CV le moins clinquant désormais de la FC West. incroyable. C'est quand même une très belle division, en effet. Avec donc Pete Carroll, 73 ans. Bon, après, c'est sûr qu'il faudra quand même penser à l'avenir à un moment, puisqu'ils ont réembauché celui qui devient immédiatement le coach le plus âgé de NFL, et de loin, hein. Andy Reid était à 66, donc là, il passe à 73 tout de suite. Donc, il va falloir prendre, je voudrais pas faire de mauvais jeu de mots, mais peut-être une assurance vie pour la suite et former des coordinateurs ou des choses comme ça. On passe aux Jacksonville Jaguars. Ils avaient viré
Doug Peterson. Alors eux, pour le coup, ils ont vu plein de monde. Je vous épargne la liste parce qu'en gros, ils ont vu tous les candidats un peu sexy. Liam Cohen, Patrick Graham et Robert Saleh avaient passé un deuxième entretien. Et alors, Liam Cohen, au début, il a dit non merci. Ensuite, ils ont dit allez, on vire Trent Baalke. Il a fait pourquoi pas. Ensuite, ils ont fait on va te mettre 15 millions par an à la louche, hein, c'est les rumeurs. Il a dit bon, ouais, pourquoi pas, surtout si Trent Baalke est parti. Et il a signé Liam Cohen, donc le coordinateur offensif des Buccaneers. Alors, petite saga que tout le monde aura peut-être oublié si ça se passe bien. Mais ça fait toujours un petit peu de piquant, hein, dans ces histoires-là. Au-delà de ça, c'est un coordinateur qui a été en poste qu'une saison finalement dans son poste avec les Buccaneers. Une bonne saison. Il a stabilisé encore l'attaque. Ça a plutôt bien tourné avec Baker Mayfield. Raphaël, confiant ou pas, là on est dans de la projection parce que forcément on a moins d'infos que Pete Carroll et même Brian Schottenheimer au final sur le long terme. Oui, on est complètement sur un pari hein, pour Jacksonville. C'est vrai, tu l'as dit, il y a eu une belle saison, voire même, moi, je trouve un peu plus de Liam Cohen d'un point de vue offensif, parce que Tampa Bay, il a continué à stabiliser Baker Mayfield, voire il a même encore fait passer un cap, je trouve. Et en plus, il a su développer le jeu au sol de Tampa Bay, qui était un peu en perdition quand même ces derniers temps. Donc c'est vrai que c'est positif d'un point de vue résultat, j'ai envie de dire résultat. Maintenant, ça reste une seule saison. Ça reste une seule saison dans un poste clé en NFL. Donc c'est dur d'être sûr que ce soit le bon pari. Ça ressemble un peu, toute mesure gardée, mais ça ressemble un peu à ce qu'avaient tenté les Rams au niveau de Sean McVay. Sean McVay avait été 2 ans coordinateur offensif chez les Redskins, et puis ils étaient allés le débaucher, mais en dehors de ça, il n'avait pas d'autres grosses expériences sur un vrai poste élevé, on va dire. Bon, bah là, on fait un peu pareil. On espère trouver le nouveau Sean McVay, hein. De toute façon, on sait très bien, la NFL, c'est une copycat league. On essaye de copier ce qui marche ailleurs. Est-ce qu'il Ça le tombe, sera? Je ça sais tombe pas. bien, c'est un peu l'arbre McVay, donc je pense que c'est pas Ouais, fait innocemment c'est clair. C'est d'aller le quoi son chercher. lien avec McVay déjà, Grégory? Bah, il a été assistant aux Rams, Ah notamment de oui. nombreuses saisons avant du coup de partir, bah, avant d'aller aux Bucks, puisque du coup c'est aux Rams qui côtoie Baker Mayfield et c'est pour ça qu'ils l'ont choisi comme coordinateur offensif l'année dernière. Petite parenthèse qui a rien à voir avec le coaching d'ailleurs, mais je crois que Baker Mayfield, il va changer pour la 8e fois de coordinateur en 8 ans en NFL, hein. C'est Je une pense qu'il dinguerie. y a un truc, il y avait une stat comme ça avec Alex Smith, je crois, à l'époque. Je crois que Ouais, Baker et Mayfield est bah, en train de reprendre un peu les mêmes standards à son corps défendant. Pour le coup, oui, c'est sûr que l'échantillon est assez réduit. Après, il faudra voir éventuellement comment il s'entoure. Je vais pas être très original là-dessus, mais ça dépendra des choix qui sont faits, notamment défensivement, parce que je pense qu'il est capable d'installer quelque chose d'assez sympa. On a vu que le jeu au sol, par exemple, par biais de Bucky Irving, avait clairement pris une autre dimension sous sa coupe à Tampa Bay. Donc là, avec et Travis Etienne et Tank Bigsby, je pense qu'à Jacksonville, il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Hein, on va pas rappeler qu'ils ont eu un receveur rookie aussi intéressant cette année. Donc, Mm. il y a des armes malgré tout. Après, moi, ce qui me fait quand même un peu peur, et c'est ce que tu expliquais un peu en amont de ça, Alain, moi, ce qui m'embête un peu, c'est est-ce qu'il y aura l'organigramme pour vraiment l'entourer et le soutenir, Liam Cohen? Parce que quand tu vois déjà les balbutiements qu'il y a au niveau de l'embauche du coach, ils ont viré Trent Baalke, mais pour mettre qui à sa place? Est-ce que ce sera vraiment quelqu'un qui va bien s'entendre avec Liam Cohen? On sait que les Niners avaient embauché Shanahan avant Lynch, mais c'était Shanahan qui avait choisi Lynch. Donc si on reste dans cet état d'esprit-là, pourquoi pas? Mais vu comment fonctionnent les Jags, c'est quelque chose qui peut être amené à relativiser un petit peu la note. Ouais, on en revient toujours aussi à la même chose, hein, avec ces équipes qui changent souvent de coach, c'est que c'est souvent au-dessus hmm. que ça pose problème. En tout cas, Liam Cohen, tu l'as dit, il y a ça va être décisif au niveau du choix du coordinateur défensif, en fait. Il y a aussi ça. Oui. Ah oui, clairement, je pense que comment tu choisis d'évoluer, il me semble qu'il joue avec un front 3 majoritairement sur les dernières années de Doug Peterson. Alors voilà, après, on verra sur du technique et sur les choix qui vont être faits en interne. Mais encore une fois, c'est toujours pareil. Tu fais un peu une course contre la montre parce que tu as d'autres équipes qui se renforcent également dans leur coaching staff aussi. Et le temps que tu perds à mettre tout ça en place, bah, c'est peut-être des noms qui s'effacent aussi de ta liste. Et donc des profils défensifs, par exemple, qui peuvent vraiment amener ton équipe à se développer, quoi. Je fais une petite aparté sur Baker Mayfield. Est-ce qu'on n'est pas un peu injuste avec lui par rapport à ce que tu dis? À chaque fois, on dit, ah, ce coordinateur était super bon et il a vraiment fait de Baker Mayfield un bon joueur et il se barre au bout d'un an. Est-ce qu'on peut pas dire aussi que c'est Baker Mayfield qui met en valeur les mecs de temps en temps? Parce qu'il y en a plein qui se font embaucher après avoir Peut-être. bossé avec lui. Après, il y a l'exemple justement de Dave Canales qui lui aussi avait un très court pédigré, on dira, en tant que coordinateur offensif. Alors,
on n'a pas vu que du bon chez les Panthers, mais en tout cas, il a réussi à redonner une âme à Bryce Young qu'on pensait vraiment perdu en début d'année. Après, est-ce que ça suffira? Est-ce que ça a suffi à sauver les Panthers qui étaient très mal constitués, pardon, en 2024? Non. Est-ce que ça, est-ce que ça permettra au groupe de continuer de se développer? On n'a pas plus de certitude là-dessus un an après. Mm. On va donner une note à ça, 6 pour Liam moi. Cohen. 6. Bah pareil 6. Je vois le pari, mais je sais pas. Oui, c'est un 6 Hmm. moyen. C'est un 6 pas Un très fort. 5,75, là, j'ai l'impression de la part de Raphaël. Non, c'est un 6 parce il fallait tenter quelque chose et ne serait-ce le fait que Liam Cohen permette d'avoir fait comprendre à Cannes que Balky était un vrai problème et d'avoir viré le general manager en C'est une disant première non. victoire. Déjà, c'est une première victoire clairement, Ouais. donc ouais, c'est à son crédit. Ouais. Oui, bon, le pauvre Trent Balky, oui, qui avait un bilan mitigé, dira-t-on. Bon, 6, 6 et 6 pour tout le monde alors. Je vois les gros yeux de Grégory quand je dis bilan mitigé. Bah, Listen up, corporate types. It's me, Billy Idol. You might use Workday's responsible AI to future-proof your business. That doesn't make you rock stars. When have rock stars ever been responsible? Be a finance and HR rockstar with Workday. To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text. The long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever! ah oui, je suis sympa. Donc, c'était Liam Cohen. Les New York Jets, ils ont viré Robert Saleh, ils ont vu la terre entière. Et le seul qui a eu un deuxième entretien, c'est Aaron Glenn. Et ils ont réussi à embaucher Aaron Glenn. On est donc sur un profil de coach défensif. J'avais noté de mémoire dans l'article qu'on est un peu sur les mêmes profils du côté des Jets, qui sont toujours vers des coachs en dehors de Adam Gaze. Mais sinon, on est toujours sur des coachs défensifs. Eric Mangini, Rex Ryan, Todd Bowles, Robert Saleh, à peu près dans les mêmes tranches d'âge. Notamment Ryan et Bowles qui étaient à peu près dans la même tranche d'âge que Glenn au moment de l'embauche. Voilà, c'est une tendance, je sais pas ce qu'elle vaut, mais en tout cas, du côté de la direction des Jets, on a l'air d'aimer ce pro. Alors, ils ont peut-être été vaccinés à vie par Adam Gaze au niveau des profils offensifs, on peut pas leur reprocher ça. Bah, on Donc peut pas voilà. dire qu'ils avaient pas eu un échantillon juste avant à Miami, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai Ouais. aussi. En tout cas, Raphaël, on peut pas dire c'est une embauche qui est faite pour faire plaisir à Aaron Rodgers. Là, pour le coup, c'est un truc qu'on leur a souvent reproché. Là, c'est pas du tout le cas. Non, effectivement, c'est pas un proche d'Aaron Rodgers ou alors il y a quelque chose qu'on ne sait pas, mais c'est pas, ça transparaît pas et en tout cas il y a jamais eu mention de ça. Juste rappeler quand même, Aaron Glenn a été joueur, très bon joueur même chez les Jets, et donc il connaît la maison. Il a même été scout un moment et pour l'équipe il y a quelques années avant de commencer sa carrière de coach. Hein, donc c'est quand même déjà c'est un peu plus, enfin c'est un coach qui a un peu d'expérience aussi dans le repérage de talent, dans ceci, cela. C'est pas inintéressant pour compléter le CV, on va dire. Non, c'est. Alors, la question, clairement, ça va être son premier chantier. Est-ce qu'il veut garder Aaron Rodgers ou pas? Qu'est-ce qu'il fait avec lui? Ça va être sa première. D'après les premiers échos qu'on lit, il semblerait qu'il est partant pour le garder une année. On verra. La saison, l'intersaison est encore très très longue. Mais non, le profil me plaît bien. Il a monté les échelons un par un. Je trouve que sa première conférence de presse où il explique qu'il n'est pas là pour coacher la défense, mais pour coacher une équipe et qu'il passera autant de temps avec l'attaque que la défense, je trouve que c'est plutôt rassurant. Il assume de mettre de côté la défense et que vraiment il est là en tant que manager des 53 joueurs et pas juste d'une escouade. Est-ce que ça réussira? J'en sais rien. Mais sur le papier, je trouve ça intéressant. Et en tout cas, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut entendre, absolument tous les joueurs qui ont joué avec lui sont dithyrambiques. Il n'y a pas il y a pas une seule fausse note sur le leader que c'est. Donc on verra. Grégory, embauche défensive et cohabitation peut-être à venir avec Aaron Rodgers. Comme disait Raphaël, pour l'instant, on est sur les deux ont l'air de dire qu'ils sont ouverts. Oui, bah après, je pense qu'il va pas arriver en disant bon bah j'ai ramené mon j'ai j'ai ramené ma boîte d'allumettes. On ne sait jamais, on va voir ce que ça va donner un peu. Non,
En fait, il y a deux choses. Moi, c'est-à-dire que, un, et tu le disais en introduction, il y a un peu trop de vibe Robert Saleh. Moi, je veux bien le côté gros caractère d'Aaron Glenn, je remets absolument pas ça en cause. Oui, en effet, c'était un leader reconnu en tant que joueur, qui était très apprécié de ses joueurs du côté de Détroit. Est-ce que Robert Saleh ne l'était pas du côté de San Francisco quand il quitte les Niners? À mon sens, on voit quand même qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant. L'histoire sur je vais gérer plus que la défense, oui, on attendra de voir, hein, déjà savoir s'il va vraiment laisser sa casquette de coordinateur défensif, parce que ça, c'est pas sûr et certain alors on enregistre cette émission. Et puis encore une fois, c'est un peu mon marronnier, hein, je vais revenir là-dessus, mais on embauche le coach avant le general manager. Puisque Darrell Mudgee, l'ancien assistant GM de Denver, a été intronisé après. Donc c'est quoi concrètement le projet de l'organigramme des Jets en fait? Est-ce qu'ils vont vraiment être main dans la main? Est-ce que ça va déjà... Quand tu arrives dans un vestiaire comme celui des Jets à New York, où tu sens que c'est déjà un petit peu... Ça sent quand même un peu la poudre, la situation, la gestion du cas Aaron Rodgers. On a un Davante Adams dont on ne sait pas ce qu'on va faire parce qu'il coûte très très cher en vue de la saison prochaine, etc. Il y a beaucoup de grosses décisions qui vont être prises et tu les prends avec deux personnes qui arrivent peut-être pas forcément dans le même état d'esprit. En tout cas, c'est l'impression que ça donne de l'extérieur. J'espère me tromper. Mais déjà, je trouve que c'est un signal un petit peu particulier, surtout pour un coach qui a l'air d'être un peu dans le même moule, encore une fois, que Robert Saleh. Donc pour moi, c'est un beau 5,5. Ah, comment il t'a clashé, Oh, Raphaël? Toi, ouais, t'avais l'air. bah, je suis pas, ouais, ouais, moi, je suis pas du tout sur la même vibe. Alors, il y a une part d'irrationnel, hein, de ressenti et d'impression, parce que concrètement, pour le moment, on n'a pas beaucoup plus pour juger. Ce qui est certain, c'est que ce qui sera décisif, c'est aussi comment il s'entoure d'un coordinateur offensif. On sait aussi l'importance hein, du staff qui va mettre autour de lui. Ça, l'avenir nous le dira. Non, moi, je suis carrément sur un 8. Et puis la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il Je fait de crois Nathaniel beaucoup. Hackett. On se pose la Ouais, mais question il de va le d'Aaron virer, Rodgers, il va le mais virer, il va le virer, ça je crois pas une seule seconde. Mais non, non, moi je suis sur un 8. Je crois beaucoup à cette embauche. Il y a un peu d'irrationnel, je vais pas mentir, mais je pense qu'il a les qualités de leader plus qu'un salé pour le coup. Et non, je pense que ça peut le faire. Je suis moins inquiet par l'histoire du GM. Ils ont l'air de s'être déjà parlé, d'être sur la même longueur d'onde sur pas mal de trucs. Après, bien sûr, c'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils ils vont pas dire, bah putain, quelle idée de con de l'avoir pris en tant que GM, je me casse. On est tous d'accord. Mais non, j'ai bien envie d'y croire. Je suis en train de regarder si je trouve pas une décla sur Hackett parce que là, ça changerait toute ma note. et pour le Non. coup, moi j'ai vu des noms de candidats de coordinateurs offensifs. C'est des mecs qui traînaient à peu près dans la sphère, on dira, Nathaniel Hackett. Hein. Donc qui reste, ce serait pas totalement farfelu, même dans un rôle un peu révisé de coach de QB. Après, c'est sûr que laisser le garder dans le coaching staff déjà sur un champ de mine comme celui dans lequel arrive Aaron Glenn, je sais pas si c'est le meilleur des plans. Hein, mais bon. C'est-à-dire que moi, on peut passer de 0 à 10 selon sa décision sur Hackett. Hein. Je C'est suis en ça. train de chercher des éléments, On mais peut faire des mises à jour à tout moment, des c'est émissions, des c'est ça. hors-séries à jour. C'est ça. Bon, j'ai pas. Moi, je vais mettre 5 parce que je suis pas convaincu. Je sais pas, le profil me semble un peu comme Greg, similaire à ce qu'ils ont déjà fait. Mais Alors, par contre, juste sur cet argument du profil similaire, pour moi, tu peux pas juger un coach sur le profil des non, anciens bien coachs. Tu sûr, vois ce que je bien veux dire? sûr. Ça pas. Parce que sinon, dans ce cas-là, plus personne n'embauche de coordinateur offensif parce qu'Adam Gaze était une pipe, tu vois. Enfin, Non, mais genre, bon, J'entends. non, mais comment on fait, quoi? tu peux changer de profil. Surtout que, alors, encore une fois, alors, quand le rendement de coordinateur ne conditionne pas ton rendement en tant qu'head coach. Il y a eu beaucoup de problèmes de blessures du côté de Détroit cette année, entendons-nous bien. La défense de Détroit, je ne l'ai pas toujours vue excellente d'un match sur l'autre cette saison. Hein. Donc, Aaron Glenn, encore une fois, j'entends ses qualités de leadership. Là encore, en termes de prise de décision, je ne sais pas s'il va y avoir une énorme transformation. Et alors, ça, c'est pareil, c'est pas garanti non plus. Quand on voit qu'il y a des équipes qui n'ont pas hésité à interviewer Robert Saleh pour un potentiel poste de head coach, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent. Le problème à New York, c'était peut-être pas Ouais, que bah le oui. head coach, mais peut-être plus un Oui, contexte non, mais autour de lui ça, qui oui, n'était pas oui. favorable. Là, Donc Aaron Glenn, il va pas arriver non plus totalement délesté de ce poids. Bah écoutez, moi je vais rester à 5 parce que je sais pas, ça m'inspire pas grand-chose. Par contre, je suis désolé, mais on parlait de faire du click et du reach. Là, on va devoir isoler la vidéo de Greg et faire un titre sur YouTube genre Grégory Richard termine Raphaël Masmejean sur l'embauche des Jets, sur un truc comme ça. Eh, j'ai vu des vidéos titrées comme ça ces derniers temps, je m'en remets toujours pas. Je vois des trucs genre machin démonte un tel sur cet argument et puis tu sais, tu cliques et en fait il a rien dit quoi. Mais voilà, je me suis fait avoir, je suis un pigeon. Donc Aaron Glenn à 5 et on termine. Ah bah non,
non, j'avais oublié. Mais Mike Vrabel, on l'avait traité, non? J'ai pas parlé des Patriots. On l'avait traité, Mike Vrabel, dans une émission, l'embauche, avec Lucas, de mémoire. Ouais, peut-être, ouais. Comme par hasard. Bah oui, bon, on avait dit que c'était ultra logique, je vais revenir là-dessus. Allez, vite fait, on va surtout aller à la note parce que c'était ultra logique. Ils n'ont pas vu grand monde à part Ben Johnson, Byron Leftwich, Pep Hamilton et Aaron Glenn aussi. Mike Vrabel avait l'air, c'était la première embauche, c'est pour ça que ça fait un moment. Je vais vous demander tout de suite votre note sur Mike Vrabel et puis on passera au dernier après alors. 7. 8. Ok, donc là vous êtes confiant, logique, c'est ce qu'il fallait. Oui, on fait du jeune avec du vieux, en plus pour développer la défense, pardon, qui a clairement accusé le coup cette année. Je pense que c'est bien. Oui, alors la question c'était aussi ça, c'est qui va être le coordinateur offensif? Oui. Ah, Josh McDaniels. Ah bah oui, je suis Oui, bête, c'est Josh vrai, ouais, McDaniels. oui. Oui, et ben alors c'est bien, ça c'est le développement, parce que je me rappelle qu'on n'était pas sûr au moment où on a enregistré avec Lucas, tu me fais bien de le faire remarquer, donc on fait revenir Josh McDaniels, donc ça vous va aussi. Bah, en Cordo, on peut pas dire qu'il s'en est mal sorti. Son dernier fait d'armes, c'est d'avoir réussi à sortir une bonne saison de Mac Jones. On peut se dire que Drake May, peut-être, il peut en tirer un Mm. minimum. Il faudrait aussi un minimum l'entourer, hein, parce que s'il y a qu'une ligne offensive expérimentale, mais je pense que ça, Mike Vrabel, il peut à peu près développer. Son grand problème à Tennessee, c'était de pas avoir de quarterback vraiment élite. Mm. Peut-être que Drake May peut être un poil au-dessus de ce qu'était un Ryan Tannehill dans ses meilleures années. Moi j'aime bien parce qu'on m'avait Mm. dit non, non, t'inquiète pas, ils continuent pas de faire tout le temps la même chose, les Patriots. Mike Ah Vrabel, bah. il a pas coaché sous Belichick, et là bim, on me ramène McDaniels. Ouais, c'est Voilà. ça. Mais si c'était pas Vrabel, ça aurait été, comment il s'appelle, Brian Flores, hein. De toute façon, Oui, c'est, c'est c'est- vrai. on reste dans l'entre-soi du côté de Ah, Foxborough, c'est important. c'est Mm. incroyable. Raphaël, donc toi aussi convaincu un peu les mêmes arguments? Oui, oui, c'est un coach sérieux qui a un... Je suis pas sûr qu'il y ait un très haut plafond avec lui, mais en tout cas, il y a un plancher, à mon avis, assez intéressant, et je pense que New England a besoin de ça pour se relancer, donc oui. On termine avec les Chicago Bears qui ont dégainé et qui ont peut-être tiré le gros lot, en tout cas officiellement, parce que c'était probablement le coordinateur le plus demandé de l'année, Ben Johnson, coordinateur offensif des Lions. Alors ils avaient vu énormément de monde, hein, même si on sentait quand même que Johnson était leur cible numéro un, mais ils avaient vu énormément de monde, dont Mike McCarthy hein, d'ailleurs, qui va probablement se retrouver sur le côté, hein, s'il n'est pas pris par les Saints et qui vont vers Kellen Moore. Donc Ben Johnson, coordinateur offensif des Lions, embauché par Chicago. Et je peux même vous donner son staff parce que c'est tombé quelques heures avant qu'on se parle. C'est un staff très intéressant, c'est pour ça que je voulais le mentionner, puisque le coordinateur offensif sera Declan Doyle, qui a 28 ans, qui est le coach des Tight ends des Broncos depuis 2 ans. Ben Johnson a déjà dit hein, qu'il garderait les appels de jeu offensifs. Donc il Bah voulait oui, un mec pour l'aider à faire les plans de jeu c'est ça. globalement. Et en défense, Dennis Allen, l'ancien coach principal des New Orleans Saints, qui va avoir le bénéfice d'apporter de l'expérience quand même du métier de coach principal à tout ce petit monde qui est quand même pas très âgé. Donc c'est un staff qu'on va juger peut-être en global. Raphaël, je sais que Ben Johnson, c'est plutôt un profil que tu appréciais. Est-ce que tu es convaincu par le fit, on va dire, avec les Bears? Sur le papier, ça me semble être le profil intéressant pour Chicago de prendre le coordinateur offensif le plus en vue et avec dans l'idée qu'il puisse faire passer, qu'il puisse transformer Caleb Williams, le choix numéro un de la draft, en quarterback élite et donc à partir de là transformer l'avenir de la franchise, puisque une fois que tu as quand même un quarterback de très haut niveau, c'est quand même beaucoup plus facile de d'aller loin. Donc c'est le pari fait par Chicago. Sur le papier, ça semblait effectivement le coordinateur efficace pour ça. Il s'entoure d'un coordinateur défensif qui a eu une expérience de head coach. Ça s'est pas si bien passé. Il revient un peu à son peut-être son poste de prédilection. Ça amène de l'expérience. Denis Allen a fait des belles choses, mais pas que des belles choses en coordinateur défensif. Enfin, il y a eu aussi des saisons un peu moins bonnes, mais globalement, c'est quand même un très bon coordinateur défensif de la ligue. Donc là-dessus, il y a du matos. Non, sur le papier, tout semble matcher. Je reste un tout petit peu inquiet par l'idée que ce soit lui qui appelle les jeux. Je suis pas un grand fan des coachs, des head coachs qui appellent les jeux, mais c'est un autre débat et voilà. Mais J'ai J'ai pas réussi à trouver s'il avait un lien avec Doyle. Greg, toi qui es un peu plus affûté que moi sur les liens entre coachs, etc. Parce que 28 ans, je pense que soit ils se sont connus au lycée, soit. Alors, je pense que la connexion viendrait de Dan Campbell et par ricochet de Sean Payton, vu qu'il coach à Denver, sachant que Dennis Allen, il y a déjà une connexion avec Dennis Allen, Oui. avec Dan Campbell, vu que les deux coachs étaient ensemble à la Nouvelle-Orléans, je vais y arriver. Oui, parce qu'il y a un lien. Ah oui, ils sont peut-être connus comme ça par ces intermédiaires-là sans avoir Enfin, coaché
Johnson coachait avec Campbell à Miami, époque un petit peu ancienne, mais du coup, je pense qu'il a gardé quelques connexions à des Saints liées à son passif avec Dan Campbell. Oui, parce que Declan Doyle est aussi passé par les Saints Voilà, avant d'être aux Broncos. Donc, en effet, tout le monde se connaît peut-être comme ça un peu par ricochet. Et Dan Campbell a peut-être fait jouer les entremetteurs aussi, visiblement. Parce que, et d'ailleurs, on disait d'ailleurs que les Saints, les Patriots, pardon, restent tout le temps en interne et se connaissent. Ben Johnson, pour le coup, il a dit: j'ai jamais rencontré Dennis Allen de ma vie. Oui, mais bon, il connaît la réputation. Je pense qu'en effet, il sait via les échos qu'il a avec Dan Campbell ou d'autres. Je pense il y a un arbre assez proche, donc il sait à peu près. Je pense qu'il a à peu près une idée des sensibilités des uns et des autres. Après, voilà, il n'a pas forcément besoin d'avoir rencontré 10 fois ce coach-là. Quand on a l'expérience d'un Dennis Allen qui a eu peut-être 2 ou 3 expériences déjà en tant que coordinateur défensif, avec quand même un succès dans pas mal de ces postes-là, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Et je pense que c'était la priorité qui cède la défense vraiment à un spécialiste du genre et qui ne prenne pas justement un coach avec très peu d'expérience. L'idée, c'est vraiment d'avoir 2 garde-fous, on va dire, un en attaque et en défense, même si, comme le disait Raph, après, il faut réussir à garder la tête froide quand tu gères la casquette et de head coach et de coordinateur offensif. Alors, toujours difficile à juger ces embauches de jeunes coordinateurs. Première fois, on est sur le glamour du truc. C'est probablement l'embauche la plus glamour, hein. Le numéro 1 de la draft, tu le disais, Caleb Williams, Ben Johnson qui était le coordinateur le plus demandé. Comment on note ça? Bah, écoute, je vais peut-être être un peu trop dithyrambique. J'y vais quand même avec un 9. Je trouve que c'est un fit qui est quand même très intéressant parce que la principale déception cette année du côté des Bears, c'était les lignes. Il arrive de Détroit où je pense qu'a priori le maître mot c'était ce secteur-là. Donc je pense qu'il va essayer de faire en sorte de construire son équipe aux côtés de Ryan Pauls vraiment avec un accent mis vraiment sur les lignes, sachant qu'il y a quand même un groupe de qualité. Caleb Williams, j'ai encore quelques réserves le concernant, mais on a quand même vu ce qu'avait réussi à faire Ben Johnson avec un Jared Goff dont on annonçait qu'il faisait juste un passage éclair à Détroit avant de déguerpir pour laisser la place aux plus jeunes. Donc c'est possible qu'il arrive quand même à tirer un minimum de Caleb Williams. C'est des jeunes joueurs qu'on a fait venir. Donc là, pour le coup, je trouve que le choix est vraiment pertinent et on appuie sur un secteur qui gagne à être amélioré du côté de Chicago. J'aime. Là, ça finit fort avec une grosse note de Greg là, qui est à fond. 9. Raphaël, qui dit mieux? 9 aussi. Ils font venir sur le papier, ils font venir le coach le plus demandé. En tout cas, le candidat le plus demandé et le plus attendu. C'est eux qui arrivent à l'obtenir. C'est peut-être le génie offensif du moment pour lancer la carrière d'un quarterback que tu as pris au premier tour. Enfin, pour moi, Chicago, en tout cas, se met dans la position de faire le meilleur choix possible. Après, est-ce qu'il le sera? On verra, mais pour moi, c'est un excellent choix sur le papier. Ouais. Bon, ouais, bah, tout le monde est dithyrambique. Moi, je vais aller sur un bon 7,5, mais je vais pas me mouiller Ah, plus que ça sur j'adore! celui-là, tu vois. J'adore, c'est le mec le moins nuancé des trois qui est sur Chicago. Enfin, moi, je vais aller sur un choix un peu Ouais. plus intermédiaire. Voilà. T'as vu? Convaincu Non, par mais Ben Johnson. tu le Alors, vois venir le petit malin qui nous dira l'an prochain, oui, bah je vous vous saviez, en l'avais même dit. temps, je vous l'avais dit, Ben Johnson, ça valait 15-7. Le même qui nous disait, Aaron Rodgers est arrivé aux Jets. Je vois une fiche de 13-4 pour les Jets. Et attends, Ah, d'accord. t'as vu quand il dit le mec le moins nuancé, comme ça passe comme une insulte dans sa bouche? Ah bah, clairement, sur une échelle de nuances, Alain, je pense qu'on est sur des écarts Ah bah assez oui, non mais monumentaux entre toi et évidemment, moi. évidemment, c'est sûr. Mais bon. C'est comme ça en tout cas, messieurs, qu'on va terminer l'épisode du 853 du coup du podcast John Actu. On avait envie de faire une petite spéciale comme il y a un peu moins de matchs à débriefer sur les coachs pour faire le petit point. Et puis en attendant évidemment que les Saints embauchent, on verra ce qui se passe pour celui-là. On le fera sûrement avec un des débriefs où on trouvera moyen de le caler quelque part pour en dire un petit mot. Voilà pour ce débrief des embauches de coach. Et on l'a dit, plein de podcasts qui arrivent sur le Super Bowl et il y aura un petit souvenir aussi Super Bowl. Enfin, il y a plein de choses. Il y aura plein de surprises, plein de directs, plein d'articles. Tout ça, ça se passe sur tdactu.com. Merci beaucoup, messieurs. Avec Un plaisir. plaisir. Il faut que je retrouve mon générique. Il est là. Hop. Merci à vous de nous écouter. Merci à vous qui nous soutenez sur Tipeee. Et on se retrouve très bientôt sur les ondes de TD Actu. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ.
Auto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Hi, this is Freddie Wong from Dungeons and Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money. Houston. Off. Houston, we have a problem, and that's too many subscriptions that I don't know about because I like to put my credit card number into sites. Just for the sheer thrill of it. That's the fundamental problem of the internet and money, and Rocket Money is here to solve that. Rocket Money is a personal finance app that helps find and cancel your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. You can see all those subscriptions that you've accrued over a lifetime of putting your credit card in on the internet in one place. And if you don't want them, just cancel them. With a few taps, Rocket Money can help with that. Rocket Money has over 5 million users and has saved a total of $500 million in canceled subscriptions, saving members up to $740 a year when using all the app's premium features. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/cancel subs. That's rocketmoney.com/cancel subs, not submarines.